Lacan, nous et le réel, 76e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Lors de la dernière séance, j'ai évoqué 3 idéaux qui pouvaient se repérer rapidement dans les propos, disons dans l'inconscient de l'analysant, qui sont l'amour, c'est-à-dire de vouloir être aimé, en gros, puisque c'est à ça que ça revient quand même, ce que Lacan appelle l'amour médecin, l'authenticité, la possibilité de retrouver un lien un peu plus authentique, comme on peut l'avoir en étant enfant, avec les choses du monde, et puis la non-dépendance, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une désaliénation possible face à des processus aliénants. Eh bien, de ces 3 idéaux-là se déduit, pour l'analyste, l'éthique du discours analytique, puisque éthique et discours, ça veut dire la même chose. Il m'est arrivé de ne pas publier l'éthique de la psychanalyse. En ce temps-là, c'était une forme de moi de la politesse. Après, vous, m'empire, sous-empire, avec le temps, j'ai pris l'habitude d'apercevoir qu'après tout, je vais en dire un peu plus. Et puis, je me suis aperçu que ce qui constituait mon cheminement, c'était quelque chose de l'ordre du je n'en veux rien savoir. C'est sans doute et aussi, avec le temps, fait encore là et que vous aussi vous êtes là. Je m'en étonne toujours, encore. Alors là, il y a quelques petites informations qui ont attiré mon attention et qui me permettent de faire retour sur quelque chose qui permet de retrouver le sens de ce que ça veut dire une analyse. Ces choses-là donc sont d'une part les philosophes qui se prétendent eux-mêmes lacaniens et qui sont en train de, d'après ce qu'on m'a dit, de produire un livre où ils parleraient de théorie de la conspirationnisme, etc., des choses comme ça. Et bien sûr, l'inénarrable Jacques-Alain Miller, qui lui, il y a un an, jour pour jour presque, c'est-à-dire c'était en mai 2023, a tenu une conférence sur ce qu'il appelle aussi le complotisme. Donc, il est radicalement impossible, logiquement, d'avoir fait une analyse, en tout cas jusqu'à son terme logique, et d'utiliser des mots comme complotisme, conspirationnisme, pour stigmatiser un autre, alors que la psychanalyse se définit elle-même comme mettant en scène pour le sujet son rapport à l'autre, avec un grand A cette fois, en tant que le désir du sujet est toujours déjà le désir de l'autre, puisque le sujet va se placer comme voulant se cherchant dans le regard de la mère, le petit enfant veut se placer comme désir du désir de l'autre. Donc ce travail qui consiste justement à dissocier et articuler le grand autre au petit autre, et qui est une des étapes de la psychanalyse, une étape qui correspond aussi, comme nous en avons déjà parlé, à ce qu'on appelle la destitution subjective, eh bien, ne permet pas, bien sûr, logiquement, d'employer ces termes-là
et de stigmatiser des autres de cette manière-là, surtout en reprenant des mots du discours dominant et évidemment toute l'idéologie qu'il y a derrière et qui n'est rien d'autre que le discours capitaliste qui se présente avec les 4 piliers dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je les appelais saucisses au départ en référence au Rouge et au Noir de Stendhal, c'est-à-dire la manière dont l'idéologie va faire en sorte que chacun des sujets ne puisse pas échapper à cette emprise-là. Donc les 4 piliers, je vous les rappelle, c'est l'innovationnisme technologique, cette espèce d'inféodation à l'idée que le technologisme, notamment les technologies numériques, allaient sauver le monde, comme si c'était possible. Bien sûr, l'écologisme, climatisme, la pression qu'il y a derrière, l'antiracisme, et bien sûr le LGBT féminisme. Et donc comme ça fait appel à des Stimmungen, comme dirait Freud, c'est-à-dire à des sentiments, eh bien c'est très difficile de se situer par rapport à ça et de voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de voir le réel qui sous-tend et qui n'est accessible que par la logique, donc cette idéologie-là. Mais on penserait que malgré tout ce serait à la portée des philosophes, en tout cas aussi adroits et virtuoses que quelqu'un comme Zizek, par exemple, mais malheureusement, pas du tout. On l'a vu avec la crise du covidiotisme, en fait, il tombe en plein dans le panneau. Et on ne parle même pas de Badiou, bien sûr, et évidemment de Miller, puisque là, il montre très bien qu'il n'a jamais fait d'analyse. C'est impossible d'avoir fait une psychanalyse et de pouvoir se vautrer comme ça, dans toute l'idéologie, de reprendre les termes du discours dominant, puisque, en fait, il ne s'agit rien d'autre là que de répétition. Et vous vous souvenez que le discours qui caractérise la répétition et qui fait l'impasse sur le signifiant maître qui est en recel, c'est le discours universitaire. Et que le discours capitaliste lui-même, qui n'est rien d'autre qu'une copulation perverse entre le discours du maître ancien, du maître antique, et le discours universitaire, domine très largement cette époque. Et par exemple, ces philosophes qui se disent lacaniens ne peuvent pas employer correctement les concepts psychanalytiques. Non seulement ils les déforment, ils les pervertissent, mais comme ils n'inscrivent pas leur propre sujet de l'énonciation dans leur énoncé, puisque ils sont pris dans le discours universitaire sans rien vouloir en savoir et sans rien vouloir en savoir de leur névrose, ils n'ont jamais fait d'analyse, ça se voit, même s'ils disent le contraire, eh bien, ils n'y ont pas accès. Freud le disait, et Lacan le dit aussi avec la linguistique, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de connaître les concepts comme ça. Si vous ne mettez pas votre propre peau dans l'analyse, ça ne vous sert à rien, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, par exemple, ils en sont non seulement à pervertir le système, mais à faire dire l'inverse. Zizek disait que ceux qui ne mettaient pas les masques, c'était pour jouir de la transgression, etc. C'est débile. C'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que c'est lui qui jouit de sa position, de se prendre pour un maître qui veut dire à d'autres comment ils doivent faire et pour s'adapter à quoi? À un ordre social. Et il se dit, représentant de Marx, et il se dit dans l'idéologie critique, alors qu'il sert aussi bien Bill Gates que Soros, que Schwab, etc. Il va dans le sens de leur idéologie, il leur sert la soupe en disant ça, mais c'est absurde. C'est définitivement absurde. Pour moi, il a perdu toute crédibilité. Alors, j'ai un copain serbe qui m'a dit, c'est pas possible qu'il soit aussi con, il doit être acheté. Mais c'est vrai, on se dit ça, parce que c'est pas possible que quelqu'un qui a autant de finesse sur le plan de la lecture puisse confondre la science, enfin, l'histoire de la science, il est quand même philosophe, et puis il a un très haut niveau de philosophie, avec le marketing de Pfizer. Il y a quelque chose qui va pas, là. Donc, reprocher aux gens de ne pas mettre le masque. Et lui, il ne voit pas son ridicule avec sa barbe, là, et son espèce de guenille faciale avec les trous qu'il y a là, comme si ça pouvait empêcher un virus respiratoire qui fait une taille qui fait 100 fois moins que la plus
petite maille possible, imaginable de n'importe quel masque. Et ça n'a rien à voir avec ça, puisque en plus c'est pas mécanique. Le virus peut se trouver à 100 km du moment que le sujet est là et qu'il est en position, c'est comme de la physique quantique, d'attraper le virus parce que psychiquement il est disposé à ça et c'est ça qui doit prendre, eh bien il l'attrape. Donc c'est absurde, quoi. On peut plus accorder aucune confiance à ces gens-là. Quand je pense qu'ils citent Lacan sans arrêt, alors que j'aimais beaucoup Zizek au début, mais là c'est plus possible, quoi. Et maintenant d'être à ce point à contresens du réel, la psychanalyse consiste à rectifier les rapports du sujet au réel. Quand on s'imagine que mettre une guenille faciale, ça a un quelconque rapport avec le réel d'un virus respiratoire, c'est juste qu'on est débile. Ou alors, un imposteur et quelqu'un de malhonnête. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. C'est triste, mais c'est comme ça. Comment vous sortir de la tête l'emploi philosophique de mes termes, c'est-à-dire l'emploi ordurier. Quand d'autre part, faut bien que ça entre, mais ça vaudrait mieux que ça entre ailleurs. Hein. Vous imaginez que la pensée, ça se tient dans la cervelle. Enfin, je sais pas pourquoi, vous en dissuaderez. Moi, je suis sûr comme ça, mais, c'est mon affaire, hein, que ça se tient dans les pauciers du front. Hein. Chez l'être parlant, exactement comme chez le hérisson. Donc la clinique du discours et le discours en quoi consiste la psychanalyse, qui n'opère que du discours qui la conditionne, nous permet aujourd'hui de faire le point et de savoir ce qui est d'ordre psychanalytique ou pas. Et bien sûr, pour enfoncer le clou, je dirais, il s'agit pour nous de revenir un peu sur les fondations elles-mêmes de cette découverte psychanalytique telle qu'elle a été mise à jour par Freud. N'oublions pas que Lacan, qui est quand même un esprit particulier, c'est assez rare les esprits aussi brillants que ça, hein, dans une époque, connaissait toutes les... C'est quelqu'un de très curieux, très cultivé, il était vraisemblablement l'homme le plus lettré de son époque, comme l'était Freud en son temps. Eh bien, il connaissait toutes les théories psychologiques qui concernaient son engagement dans son métier de psychiatre. Et à un moment, il a dit, mais non, c'est absolument délirant. Le seul qui ne délire pas, c'est Freud. Et il a laissé tomber toute la psychiatrie et ce qu'il a appelé les élucubrations délirantes psychologisantes pour se concentrer et se focaliser sur la découverte freudienne qui, rappelons-le, procède par expérimentation et par le déploiement logique d'une pensée qui n'hésite pas à revenir sur elle-même dès que les hypothèses sont invalidées par l'expérience. Et donc c'est un travail de toute une vie et c'est un engagement total et surtout clair, c'est-à-dire logique de toute une vie, puisque nous avons les textes et nous pouvons voir et nous pouvons mesurer la profonde honnêteté de Freud et le fait qu'il ne quitte jamais le sens logique, exactement comme Lacan fait après lui. Eh bien, ce que découvre Freud, justement, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore n'est pas du tout assumé comme tel, c'est que notre système psychique obéit à deux principes. Mais ces principes-là, il faut se garder de vouloir comprendre trop vite en quoi ils consistent. Parce qu'ils contiennent des paradoxes, et ces paradoxes ont été énoncés une première fois dans ce qui s'est appelé plus tard Entwurf, c'est-à-dire l'esquisse de Freud, mais qui au départ n'a pas fait l'objet d'un livre. Ça a été retrouvé uniquement dans le lot des lettres à Fliss, où Freud, de manière
hyper scientifique. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus scientifique que la psychanalyse et l'esprit de quelqu'un comme Freud? Parce que il va faire en sorte d'éprouver la rigueur logique de ces avancées, non pas seulement par rapport aux objets qu'il y a à étudier et qui demandent une approche hyper logique, mais aussi du sujet lui-même qui étudie ces objets. Donc, il réintroduit le sujet de l'énonciation dans ses énoncés, ce qui est aujourd'hui donc le seul gage d'une possibilité de tenir une position verticale, c'est-à-dire un rapport au réel qui soit correct. Sinon, nous assistons à toutes les dérives possibles et à la faillite de la logique et même sa futilité, puisqu'elle fuit partout, comme la pseudo-science actuellement, qui n'en réfère même plus à des expériences, mais qui s'est concentrée exclusivement, et pour des raisons de business, c'est tout, sur des modélisations informatiques. Mais donc il n'y a plus de réel. Donc évidemment, la science est une idéologie qui élimine et évacue le réel. Or, la science est censée justement viser le réel. Donc comment voulez-vous que la science puisse viser le réel si elle l'évacue a priori, et notamment en évacuant le sujet? Puisque le sujet, c'est peut-être, et pour la psychanalyse en tout cas, c'est pas seulement peut-être, mais c'est le cas, c'est ce qu'il y a de plus réel. Puisqu'il n'y a rien de plus réel pour un par-l'être que quelque chose qui se passe entre un par-l'être et un autre par-l'être. C'est-à-dire dans la parole qui s'échange, puisque il s'agit d'admettre une fois pour toutes quand même que même si les animaux et même les plantes, on le voit, on peut en faire l'expérience, ne sont pas insensibles à la parole. S'il y a bien une seule espèce sur cette planète qui a la possibilité de porter la parole, c'est le par-l'être, c'est-à-dire l'homme. L'homme en tant qu'il est équipé d'un bloc audio-vocal et que ce qui le caractérise en plein, c'est d'être le porteur de cette parole-là. Donc il en a la responsabilité puisqu'il doit la porter. Et ce que découvre Freud justement, c'est que l'appareil psychique qui résulte de cette détermination de l'homme de devoir porter la parole, eh bien il est articulé en deux registres qu'il appelle processus primaire et processus secondaire. Le processus primaire, c'est le principe de plaisir qui gouverne a priori, c'est pour ça qu'il le nomme processus primaire, les possibilités de l'homme. On va voir que le petit enfant, il va être animé de plaisir, de déplaisir, et il va essayer d'aller vers ce qui lui donne du plaisir. Alors après, il s'agit de définir ce plaisir. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, parce que justement, nous découvrons plus tard que ce système-là, donc le processus primaire, le principe de plaisir, qui va venir être rectifié, modéré, modulé, contrôlé par un autre système qui s'appelle processus secondaire ou principe de réalité. Ce principe de plaisir-là, qu'on appelle plaisir parce que c'est Lustprinzip par rapport à Realitätsprinzip. Et Lust, si on y réfléchit, c'est pas vraiment le plaisir, c'est déjà la jouissance. Et là, il faut garder en mémoire quand même une phrase de Lacan qui nous permet de comprendre la complexité d'imbrication de ces deux systèmes, qui fait que le principe dit de plaisir, le Lustprinzip, si on le ramène à la jouissance, comme dit Lacan, ça va de la chatouille à la flambée d'essence. C'est-à-dire qu'il le présente comme quelque chose qui est incontrôlable a priori. C'est-à-dire c'est comme quand vous commencez quelque chose et puis vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est-à-dire que c'est un principe qui s'emballe lui-même, qui se nourrit de sa propre excitation. Et là, donc, on lâche le mot majeur, excitation,
qui va permettre de comprendre comment Freud envisage le fonctionnement du principe de plaisir. Alors, le fonctionnement et la structure, bien sûr, puisque il y a Aufbau et Abfuhr. Donc, Aufbau, c'est la construction, et Abfuhr, c'est la destruction. Et la destruction, c'est a priori, Abfuhr, la manière dont est saisi le principe de plaisir en tant que processus primaire, puisque le plaisir se définit a priori comme le fait de pouvoir décharger l'excitation. Le plaisir n'est pas l'excitation. Le plaisir est la fin de l'excitation. Donc retrouver le calme. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu plus complexe que ce qui paraît. Donc, on imagine un système, et c'est comme ça que Freud le voit, et donc il invente le système neuronique. Il invente la notion de synapse qui sera déposée 2 ans plus tard par les Américains, mais c'est lui qui a inventé tout ça, et notamment le fonctionnement du système neuronique. Grâce à ses observations, à ses intuitions, bien sûr à son immense culture, il est le fruit de la lettre juive jusqu'à son acmé en Europe centrale, où, connaissant plusieurs langues, ayant lu tous les livres, il arrive, avec son honnêteté intellectuelle, à mettre en scène quelque chose de l'ordre de ses hypothèses par rapport à une mise en scène de sa propre position, lui qu'il accepte de changer dans le rapport qu'il a notamment avec ses patients et ses patientes, notamment les hystériques, en se mettant plus en position de celui qui ordonne, qui commande, qui dit ce qu'il faut faire, mais plutôt qui écoute, et partant du principe qu'elles savent mieux que lui ce qu'elles ont, parce que il découvre cet inconscient comme un savoir insu. Elles savent quelque chose, mais elles ne savent pas qu'elles le savent. Et donc, c'est sur ces présupposés-là que il peut mettre en place quelque chose comme un fonctionnement que lui veut à l'époque scientifique, mais vraiment au plus haut degré. C'est-à-dire non seulement au plus haut degré, puisqu'il réintroduit le sujet dans l'expérience qu'il fait avec les objets, mais en plus, il est dans la définition traditionnelle de la science, puisque est scientifique ce qui se mesure. Et donc il va mesurer des quantités d'excitation. Et les excitations, donc on peut imaginer donc un bébé qui subit des excitations. Ces excitations peuvent être des excitations extérieures. Je sais pas, si vous le mettez à l'ombre et au soleil, etc., il va avoir les yeux qui clignent, donc il y a des excitations qui viennent de l'extérieur, mais aussi des excitations, comme on l'a vu depuis le séminaire 72 avec cette histoire de pulsion, des excitations qui viennent de l'intérieur. Donc, il peut par exemple éprouver la faim et avoir envie de téter. Donc, là, ce système-là, donc le système de plaisir qui va le guider, va d'abord le guider dans la possibilité de mettre fin à cette excitation pour retrouver quelque chose de l'ordre du plaisir, c'est-à-dire un calme, une équanimité par rapport aux choses. Et le principe de plaisir est ce qui va procéder à la décharge. C'est ça, Abfuhr, par rapport à Aufbau. Mais le Aufbau, là, vient permettre l'articulation avec le principe de réalité, puisque cette excitation, où va-t-elle passer? Comment le principe de plaisir peut la faire disparaître? Eh bien, c'est là où il y a la mise en place d'un système entre la perception d'un côté et le préconscient de l'autre, où entre les deux, donc, l'excitation va passer par plusieurs filtres pour pouvoir savoir si elle va vers donc la motilité, c'est-à-dire la manière dont une excitation qui est vécue par le corps, que cette excitation vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, va produire un mouvement, la motilité, qui permet de mettre en mouvement, dynamiser le corps, ou si cette excitation va revenir du côté du rêve, de la pensée, et régresser. Et là Freud emploie quelque chose en tout cas,
dans l'esquisse, je ne sais plus s'il le dit exactement comme ça, mais dans le chapitre 7 de la Traumdeutung, où Freud reprend précisément cette articulation entre processus primaire et processus secondaire, donc principe de plaisir et principe de réalité, il y a un ordre entre le processus primaire et le processus secondaire qui fait que quand l'excitation va se décharger vers la motilité, c'est-à-dire qu'elle va produire une motilité, eh bien, Freud lui donne un sens progrédient par rapport au fait que les flux d'excitation, s'ils ne débouchent pas sur une motilité du corps, ils vont subir une régression et ils vont aller dans le sens inverse vers le rêve ou la pensée. Et ça, c'est très important parce que, évidemment entre le système donc perception-motilité, eh bien, on a des allers-retours comme ça entre une borne et une autre borne. Mais ça, il faut penser que du moment que c'est du principe de plaisir qu'il s'agit, puisque le principe de plaisir c'est à l'origine, eh bien, il s'agit de pensées. Ce sont des pensées, puisque vous vous souvenez que la pulsion, c'est l'écho dans le corps qu'il y a eu un dire. Donc c'est quelque chose qui a un rapport avec le système symbolique, la pensée. Donc on a une pensée qui va dans un sens et qui est une pensée donc qui structure d'une certaine manière, et la pensée qui régresse comme ça, elle régresse sous forme d'image. S'agissant des hallucinations de l'hystérie, de la paranoïa ou des visions de personnes mentalement normales, je peux fournir comme explication qu'elles correspondent effectivement à des régressions, c'est-à-dire qu'elles sont des pensées transformées en images et que les seules pensées qui connaissent ces transformations sont celles qui ont un lien intime avec des souvenirs réprimés ou restés inconscients. Ce qui importe le plus est de rendre mobile et évacuable l'énergie investissante, le contenu et la signification propre des éléments psychiques auxquels ces investissements sont appliqués deviennent accessoires. On pourrait encore se dire que la condensation et la formation de compromis ne se produisent qu'au service de la régression, quand il s'agit de transformer des pensées en images. Donc, vous voyez là, en fait, comment l'image représente un aspect régressif, exactement comme le fait de passer d'une tridimensionnalité à une bidimensionnalité. Donc, on peut dire qu'une opinion, par exemple, le registre de l'opinion, le règne de l'opinion dans lequel on vit actuellement, où vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes pro, vous êtes anti, vous êtes fil, vous êtes phobe, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, blablabla, toutes ces conneries-là, vax, anti-vax, conspi, pas conspi, enfin, toutes ces conneries-là sont une régression de la pensée. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le monde, elles sont un retour donc vers une jouissance qui est uniquement la jouissance du blabla, la jouissance qu'on trouve là dans le côté en haut à droite dans les discours, qui font que au lieu d'aller vers le monde, vous allez dans la lecture du journal Le Monde, qui vous fait croire que c'est le monde. Mais ça n'a rien à voir avec le monde. Ce sont des mots et des représentations, et puis des mots qui sont orientés d'une certaine manière pour justement faire régresser la pensée. C'est pour ça que, là on parle beaucoup de Julian Assange, etc. Mais tout ça a déjà été fait de manière très élaborée, notamment par Karl Kraus, à la fin du 19e siècle, avec Die Fackel, où lui a tenu la même thèse que tient Assange en ce moment. C'est-à-dire que les guerres sont le fruit de la presse, c'est-à-dire l'activité médiatique. Elle n'aurait jamais eu lieu sans ça. C'est exactement comme aujourd'hui. Donc, une régression de la pensée donne un retour au registre de l'opinion. Tout ça pour reboucler avec le fait que ces pseudo-psychanalystes dont Miller et puis toute son école et puis tous les gens qui se retrouvent dans les gender studies, dans toutes
toutes ces platitudes sans intérêt qui sont absolument contradictoires aux découvertes analytiques, eh bien, ils sont forcément pris dans l'opinion sans se rendre même compte qu'il s'agit d'opinion, parce que tout simplement, ils n'incluent pas leur propre sujet de l'énonciation dans leurs énoncés. Ils sont là à se payer de mots, comme on dit, comme disait Lacan. Ils se payent de mots, les universitaires, parce qu'ils ne veulent pas savoir quoi que ce soit du signifiant maître qui est sous la barre à gauche. Donc, pour revenir à notre système, donc on a un système qui fonctionne dans ce mouvement progrédient-régrédient entre la perception et la motilité. Et puis, il passe par plusieurs filtres pour savoir si, justement, il va pouvoir continuer à aller là et provoquer, donc, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, pourquoi nous sommes obligés d'aller vers le monde, en quelque sorte, hein? Parce que vous verrez, et ça, je vous livre la clé maintenant, mais on en parlera plus tard, le principe de réalité ne s'oppose pas réellement au principe de plaisir. C'est-à-dire le processus primaire et le processus secondaire, c'est une histoire de degrés, puisque le processus secondaire, lui, quand tu l'étudies bien à fond, en fait, on s'aperçoit que il crée une isolation du sujet par rapport au monde. C'est-à-dire que, loin de l'envoyer dans le monde, il est une deuxième couche qui juste modère les excès qu'il peut y avoir dans l'excitation du système primaire qui va de la chatouille à la flambée d'essence. Ça va trop loin. Donc il faut qu'il y ait quand même, et c'est ça le paradoxe, quelque chose qui préserve l'organisme. Puisque notre organisme, il est tout de même voué à la vie, pas à la destruction, pas à la flambée d'essence. Pourquoi avons-nous ce pouvoir de nous détruire de la sorte? Donc après, bien sûr, Freud va découvrir tout ça avec la pulsion de mort telle que Lacan va la développer de manière très élaborée. Mais au départ, donc, il y a cette articulation des deux systèmes et notamment ce que découvre Freud, donc les neurones psi, les neurones phi, les neurones oméga, qui avec son système qu'il invente de synapses, c'est-à-dire la possibilité de corréler deux neurones entre eux, le fait que, par exemple, certains neurones vont épuiser leur énergie sans pouvoir faire retour. Parce que le système des filtres met en place aussi des mémoires. Le fait que, est-ce que cette action provoque du plaisir ou du déplaisir? Est-ce que, par exemple, une situation qui rappelle une autre va exciter davantage et provoquer donc une décharge d'énergie qu'il va falloir orienter et qui va peut-être aller jusqu'à un certain point dans la motilité et qui va revenir vers la pensée et vers le rêve, puisque au fond le rêve est le dernier éclusage de cette excitation. Et c'est pour ça que Lacan place le cryptage même du rêve par le sujet, donc sous le signe, sous l'égide d'une jouissance qui est liée à cette activité même de mettre en mots et en images la jouissance afin de préserver le sommeil. Donc on a un système qui semble faire valoir une détermination supérieure. Cette détermination supérieure, on peut dire que c'est la loi. La loi en tant que elle est indicible en tant que telle et vis-à-vis de laquelle tous les règlements du monde n'ont qu'un rapport d'horizon avec cette loi. Et cette loi, disons, si on en réfère à tout ce que nous avons travaillé jusqu'à maintenant, on peut dire que elle force le sujet à se préserver d'une certaine manière, donc à se soutenir lui-même dans son être. Il y a une formule comme ça de Spinoza qui dit persévérer dans son être. Donc, il y a quelque chose qui fait que l'être humain, comme tous les êtres de la planète d'ailleurs, c'est pas que les êtres humains, quand ils arrivent à la vie, d'une certaine manière, lors du moment de leur naissance, il y a quelque chose qui les pousse à persévérer dans leur être. Mais attention,
pas comme un moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là de narcissisme encore, ni le narcissisme originel qui n'est pas pathologique. Hein. Il faut relire Freud, il n'y a qu'une sorte de narcissisme qui est pathologique. Le narcissisme originel, lui, l'amour en tant qu'il revient vers le sujet d'une certaine manière, il est indispensable la possibilité de l'amour de l'autre, parce que sinon il n'y aurait pas de possibilité pour le sujet d'aimer un autre. D'ailleurs, l'amour, le narcissisme secondaire qui est pathologique, c'est vraiment la barrière qui empêche le sujet d'aimer l'autre. Donc, il y a cette loi qui force ce sujet à persévérer dans son être, mais non pas comme un individu qui aurait une valeur supérieure, parce que ça vaut aussi pour les graines de plantes, hein, dans la forêt. Les graines vont se faire la guerre entre elles pour obtenir le petit territoire où elles vont pouvoir obtenir de la lumière, de l'humidité pour leurs racines, etc. Et elles se font une guerre sans merci. C'est pareil pour toutes les espèces. Donc, il y a une sorte d'auto-préservation, non pas donc comme individu valant quelque chose, mais pour l'espèce. Parce que ce qui constitue notre collectif, c'est l'espèce humaine. Nous sommes avant tout les représentants d'une espèce. Donc quand on parle de collectif, il faut arrêter de toujours ramener ça au social. L'erreur, c'est de croire que c'est le social. La société n'existe pas. C'est une pure fiction symbolique, c'est un signifiant vide, ce qui n'empêche pas d'avoir les pires effets sur les sujets que nous sommes. Mais c'est pas là que nous devons trouver nos identifiants. C'est pas là que nous trouvons nos signifiants. Nous devons les trouver dans l'espèce humaine en tant que nous sommes les représentants d'une espèce. Et donc, en tant que représentants de cette espèce, nous devons persévérer dans notre être et aussi permettre à notre espèce de se reproduire. Sinon, il n'y aurait plus d'hommes depuis longtemps sur cette planète. Donc, il y a quelque chose qui nous pousse à aller vers l'extérieur, et comme il est dit dans Fight Club, aussi, à aller vers le sexe opposé. Alors, c'est là que ça pose problème, parce que, on l'a vu, ce qui caractérise l'homme, le fait que ses pulsions soient dissociées d'un objet extérieur. Il n'y a pas d'objet extérieur qui provoque la pulsion, mais une agitation intérieure de la pulsion qui, elle-même, donc, va forcer le sujet à se mettre en rapport avec des objets. Et il va, de manière très contingente, choisir des objets, évidemment, comme la pulsion va se mettre au service du désir, mais là, bon, ça devient un peu complexe, je ne vais pas tout développer en même temps, mais il y a une articulation entre, disons, l'énergétique pulsionnelle originelle sans objet, qui force à... ça pulse, c'est-à-dire ça pulse, ça veut dire, c'est une pulsation, c'est pulsatile, et ça force le sujet à aller vers le monde. Mais nous verrons que le principe de réalité, lui-même, préserve du monde. Donc, d'une certaine manière, le primat du système du plaisir, du processus primaire, donc qui nous fait éprouver plaisir, déplaisir, il nous maintient à l'intérieur de quelque chose qui est toujours de retrouver la préséance, la prééminence du signifiant sur tout ce qui nous arrive. Et pour ça, pour cette chose aussi simple, il aura fallu plus de 3000 ans de culture, de travail régulier des hommes, pour arriver jusqu'à Freud, qui découvre ça. Une découverte très précaire, parce que ça reste aujourd'hui largement incompris et pas du tout suivi par la majorité des psychanalystes eux-mêmes, qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien, parce qu'ils ne font que s'adapter au système, et donc tous les pseudo-psychanalystes qui sont là avec des gender studies à la bouche, qui sont pour les manifestations des trans, etc. C'est pas qu'on est contre ça, c'est pas notre problème, mais disons que la psychanalyse, c'est quand même autre chose, c'est d'une toute autre eau, c'est-à-dire comme ça réintroduit la rigueur logique de l'approche pour le sujet lui-même, dans son approche logique du monde dans lequel il vit, eh bien, ça ne rentre pas en ligne de compte, et ça, ce n'est qu'une question de discours. Seulement le discours analytique fait ça, et le discours analytique, seulement le discours analytique
permet ça, et le discours analytique ne naît que de la position freudienne. Parce que même si c'est pas Freud qui l'a thématisé tel que, c'est-à-dire en tant que petit A qui va vers sujet barré et qui se soutient lui-même d'un S2, un savoir supposé au psychanalyste, mais il est supposé ce savoir et que ça produit un signifiant maître. Donc ça, c'est énoncé et découvert par Lacan. Mais le premier qui l'incarne, c'est Freud lui-même, par justement cette découverte de changer la perspective et de réintroduire, grâce à ce système, plaisir, réalité, en tant que c'est la graduation. Ce sont des graduations, c'est une histoire de degrés. C'est-à-dire que le système de plaisir prédomine, donc, parce qu'il faut qu'il y ait cette puissance, et il faut qu'il y ait cette puissance de la jouissance derrière, parce que ça, c'est la fidélité à quelque chose qui est de l'ordre d'une loi, qui n'est plus accessible en tant que telle, et qui cette loi qui est très inconsciente, et qui va donner les fantasmes masculins et les fantasmes féminins. Je vous rappelle que si, pour le fantasme masculin, l'idée c'est de baiser toutes les femmes, celui des femmes, c'est pas de baiser tous les hommes, c'est effectivement de trouver le signifiant phallique qui leur assure la descendance la plus sûre et la plus sécurisante pour elles. Donc, d'une certaine manière, bon, ça les empêche pas, avec un peu d'humour, on le sait, d'embrasser plusieurs crapauds avant de trouver le prince charmant, mais c'est pas dans la quantité comme ça que ça se passe. Alors que pour les hommes, c'est purement un déferlement spermatique, c'est-à-dire que c'est comme ça parce que on imagine, si vous imaginez un village, par exemple, avec, je sais pas, 10 femmes et un seul homme, ça peut devenir une ville quelques décennies après. Mais si c'est pas la même chose, donc l'inverse n'est pas vrai, puisque c'est pas du tout les mêmes principes, c'est pas les mêmes hormones, c'est pas les mêmes principes, contrairement à l'idéologie massive qui essaie de vous faire croire que tout est égal, que tout se vaut, etc. Vous quittez là l'esprit même, non seulement qui régit les hommes, mais qui régit l'ensemble des lois de cette planète, c'est-à-dire les lois de persévérer dans son être et en tant que représentant de l'espèce, de continuer à ce que cette espèce survive. Et là, nous sommes arrivés, semble-t-il, à un effondrement de la logique elle-même. Mais c'est pas la logique elle-même qui s'effondre, parce que vous savez que la logique, nous savons depuis longtemps qu'elle est faillie elle-même, et que dans toute l'œuvre de Freud, il a besoin, pour étayer sa logique, de recourir au mythe, donc au mythe du père de l'ordre primitif, parce que il y a deux mots pour dire parole en tant que nous sommes les porteurs de la parole. Il y a le mythos et le logos. Enfin, il y a plus que deux mots. Il y a épos aussi, etc. Mais ce qui nous importe, nous, là, c'est le rapport entre la parole qui fait être, qui est le mythos, et le logos en tant qu'il est la parole qui énonce quelque chose de l'être. Donc, le travail de Freud, il est observable, il est disponible, vous pouvez le trouver partout. Essayez de trouver une erreur logique là-dedans, parce que il les trouve avant vous. Et puis il les trouve et puis il les rétablit par rapport à son expérience, parce que c'est un esprit doté d'une immense honnêteté intellectuelle et d'une approche d'une grande rigueur, parce que il a tout lu, tout simplement. Donc, et il a aussi l'humilité de dire que chaque fois qu'il est arrivé quelque part, eh bien, il y avait un artiste qui était passé avant lui. Eh ben, Lacan, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous lisez toute l'œuvre de Lacan, vous allez voir par exemple, l'autre soir, j'ai fait une petite intervention sur l'amour avec nos amis du Canada. Eh bien, Lacan parle de l'amour d'une manière très différente du début à la fin, mais il revient à la fin et il boucle avec le début, et chaque fois, dans la remise en cause, il y a une approche de la logique qui est implacable, sur le même modèle que fait Freud, puisque ça part du même principe. C'est pour ça que ça donne le même discours. Ça a pris une telle proportion pendant 2 siècles, à partir de Fénelon, que l'Église a demandé d'arrêter tout, parce que ça venait directement mettre en concurrence le dogme catholique, et notamment la récompense. C'est un amour tel que le définit la psychanalyse, c'est-à-dire où il n'y a aucune récompense. C'est-à-dire que l'être se consume lui-même et consume l'amour et consume Dieu lui-même dans sa propre action d'amour.
Et donc ça foutait en l'air tout le dogme catholique avec l'histoire des récompenses, le paradis, etc. Et qu'en dehors de se mettre au service du discours analytique qui structure l'ensemble de l'activité psychanalytique de A à Z, Lacan n'abandonne jamais le discours analytique, eh bien ce n'est pas de psychanalyse qu'il s'agit. On a beau vous dire celui-ci est psychanalyste, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, ce n'est pas de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une clinique du discours et un discours parce que c'est la logique en tant qu'elle est la science du réel et qui ne fait pas l'impasse sur la structure du sujet lui-même. Donc, ce que découvre Freud, et c'est la manière aussi de Lacan d'interpréter, plutôt de traduire le terme de Bannung, c'est-à-dire de frayage, la manière dont le système neuronique va frayer quelque chose pour que puisse s'établir une parole qui va structurer le rapport du sujet au monde. C'est par la parole que ça passe. Et ça va très loin, parce que pour Freud lui-même, donc déjà, ce dont il se rend compte, c'est qu'en fait, toutes les pathologies, qu'elles soient physiques ou mentales, en fait, ont comme possibilité de résolution, non pas les poudres de perlimpinpin et les picouzes ARNM dont on va voir les dégâts qu'elles font, mais quelque chose d'éthique, puisque ça renvoie à la parole, ça renvoie aussi à un ethos. Et donc ce principe-là, qui rappelle que le point de départ de Freud, c'est de dire que la vérité de la souffrance, c'est d'avoir la vérité comme cause. Or, la vérité, elle n'a lieu que dans le registre symbolique, elle est exclusivement du domaine de la parole. Donc c'est là qu'intervient l'éthique. L'éthique non pas uniquement comme une espèce de visée supérieure, de pouvoir se situer dans une forme de morale, parce qu'il faut différencier l'éthique de la morale, mais il y a une bonne manière de différencier l'éthique de la morale. C'est par exemple de connaître le système de la morale dans les différentes époques, c'est-à-dire dans le monde, par exemple, hellénique. De quoi parle Aristote quand il parle de son éthique, puisque on le sait, c'est une éthique du maître, en quelque sorte, de celui qui est dégagé des obligations de la production et de tout ce qui l'empêche d'entrer dans une contemplation. Mais si vous étudiez les systèmes, là, de morale, donc morale, ça veut dire les mœurs des différentes époques, vous ne pouvez pas ne pas réintégrer votre propre sujet de l'énonciation dans cette étude-là. Nous sommes ramenés sur ce plan crucial, que j'appellerais le mythe de la loi morale, à savoir que toute position saine de la loi morale serait à chercher dans le sens d'une autonomie du sujet. L'accent même de cette recherche, l'accentuation toujours plus grande au cours de l'histoire des théories éthiques de cette notion d'autonomie montre assez ce dont il s'agit, à savoir une défense, puisqu'il s'agit d'avaler cette vérité première et d'évidence que la loi morale est hétéronome. Donc de quelque chose qui peut apparaître comme un travail universitaire, objectif, donc faux aussi, puisque approximatif du fait même que le signifiant maître y est évacué, puisqu'il est refoulé sous la barre et on n'entend pas parler, c'est-à-dire pour qui on fait ça. En rétablissant le sujet, vous êtes obligé de vous mettre là-dedans vous-même pour savoir, mais dans cette époque-là, quelle est la morale de notre époque ? Et donc, connaissant la morale des époques précédentes, vous comprenez que la psychanalyse, c'est non seulement une affaire d'éthique, mais c'est l'éthique elle-même. Donc, le séminaire de 1959-1960, qui s'appelle l'éthique de la psychanalyse, revient et fait retour, encore une fois, sur Freud, comme à l'origine de cette découverte que si l'homme est divisé, il est d'abord toujours divisé dans son sujet
par ces deux principes, principe de plaisir, principe de réalité, mais qui, on vient de le voir, ne sont pas une opposition, mais la manière dont le petit sujet lui-même, et ça c'est le dernier texte de Freud, la plume lui est tombée des mains, ça a été traduit comme ça, le clivage du moi, où il revient sans arrêt sur cette dualité, sur le fait que nous soyons parasités par la parole, et qui fait que la parole chez nous est devenue un principe prépondérant. Comme j'en donne souvent l'exemple, nous sommes soumis à des lois physiques, mais chez nous, les lois de la parole prennent le pas sur les lois physiques. Parce que nous pouvons, animés de la pulsion de mort, ne pas nous nourrir ou boire de l'eau, nous hydrater et mourir alors que, parce que tout simplement, nous n'accédons pas à quelque chose d'un point de vue éthique. C'est-à-dire du point de vue de la parole, du point de vue de notre position dans le discours et de la manière même dont nous mettons en scène sans arrêt le rapport de notre sujet à la parole dans le langage et qui détermine l'ensemble de nos comportements. Puisque, en observant et en écoutant, l'ensemble de ce qui nous arrive est intégralement dépendant du flux et du défilé des signifiants qui gouvernent à la fois nos désirs, nos envies, nos fantasmes, etc. Et sans possibilité d'entrer là-dedans, nous ne faisons qu'être pris dans une machine automatique. Vous ne pouvez pas les attraper tous en même temps, les signifiants. C'est interdit par leur structure même. Vous en avez certains à laquelle vous avez ils sortent ne pas dire et dites pas quand même. Justement, et dites interne. Ils sont interdits, ça nous empêche pas de les dire. Vous avez dit censurés. Ou bien que ce qui est inspiré, ça, ou bien ce que je dis là doit être une vérité entière. Donc vous imaginez un peu le nombre de personnes qui vous parlent là de leur conception de la médecine, comme Bill Gates par exemple. C'est non seulement irrecevable, c'est inécoutable, mais il n'est pas exagéré de dire que Bill Gates, on peut l'entendre que comme débile Gates. Ce gars est un débile. Donc, qui gouverne aujourd'hui non seulement l'Organisation mondiale de la santé dont il est le financier, mais qui va forcer les États par, évidemment, la corruption, c'est-à-dire c'est juste une histoire d'argent, à adopter des mesures qui sont à l'opposé de ce qui constitue l'essence même d'un être humain. Parce que pour soigner des êtres humains, il faut encore savoir ce qu'est un être humain. Comment vous pouvez soigner quelque chose dont vous ne savez rien, hein? Et puis, on n'oublie pas quand même que le type, le PDG de Pfizer, là, c'est un vétérinaire quand même. Donc, ça n'a rien à voir avec le soin adressé à des humains. Donc, c'est une question de discours, tout ça. C'est pour ça que la psychanalyse se définit d'être ni pour ni contre, mais au contraire. Au contraire, ça veut dire je récupère la possibilité de penser ma position au monde à partir d'un travail que je fais sur la parole en tant qu'elle définit mes positions dans le monde et mes rapports avec les autres, puisque c'est là que je vais y trouver mon réel. Le bonheur, ce n'est qu'un bonheur, c'est-à-dire une rencontre. Une rencontre, c'est une rencontre avec quelqu'un. Et c'est là qu'il y a du réel, parce qu'il y a du réel dans la parole, parce que pour nous, nous ne sommes pas partie prenante d'un environnement comme le sont les animaux, qui ont un environnement attribué à leur propre conformation biologique et physique. Nous, notre environnement, c'est la parole elle-même. C'est-à-dire que même le principe de réalité, comme le montre Lacan, nous isole du monde physique. Mais comme nous sommes partie de ce monde biologique, il doit y avoir une ouverture, une respiration pour articuler en nous le principe de plaisir et le principe de réalité de telle manière que nous allions dans un sens. Mais le sens progrédient que cite Freud, qui est celui qui va vers la motilité, n'est pas non plus supérieur au sens régrédient, qui apparaît comme une régression, puisque
on va vers justement le rêve, le délire, les imaginations, les pensées, etc. Mais c'est à partir de là seulement que se met en place la possibilité de la parole. Et si au fond, la motilité supérieure, ou comme dit Lacan, la jouissance civilisée, la seule jouissance qui nous corresponde réellement, et qui nous permet justement de payer des autres jouissances ruineuses pour accéder à celle-ci, était la jouissance de la parole. La parole, c'est la motilité réduite, puisqu'on ne doit pas tellement bouger quand on parle. On doit juste laisser parler la parole en nous, de telle manière que cette parole déjà incarnée qu'est le corps, parce qu'il ne faut pas opposer non plus le corps à la parole. Le corps, c'est déjà une parole. Quand vous regardez la forme des organes, de la structure des cordes vocales de celle de l'utérus, vous avez quelque chose de similaire, c'est-à-dire quelque chose qui tient aussi comme ça en suspension, et on peut s'imaginer que un enfant qui sort de l'utérus, c'est comme une parole. C'est une parole qui ne peut pas se dire autrement, donc qui s'incarne. Et donc, une parole qui est déjà articulée. Nous avons des articulations, donc c'est la parole articulée. Et donc, ensuite, nous essayons de trouver la parole qui nous permet de déceler en nous des consonances qui rentrent en harmonie, en rapport en tout cas consonantique, avec cette parole incarnée de notre corps, qui possède une vérité, il y a une éthique là derrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans le système génétique de notre humain comme les crétins essayent de le faire, là, de Moderna, de Pfizer, etc., et de déstructurer ça, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils font juste des expériences. Ce sont des apprentis sorciers qui amènent juste la désolation, mais bon, ça fait partie aussi du monde. Hein. Le monde a connu plusieurs périodes de désolation, ça c'en est une. Mais donc nous plaçons du point de vue où ce qui a été noué par la parole ne peut être dénoué que par la parole. Et donc la parole qui est nouée dans le corps ne peut être dénouée que par la parole qui se cherche et qui va rétablir ce flux aussi, qui va dans les deux sens, pas seulement donc comme on croit de dire ce qu'on a dans la tête, mais plutôt rétablir le flux qui laisse revenir la parole du cœur vers les cordes vocales et qui la fait sortir pour retrouver ce rapport à la parole qui nous guide, puisque nous sommes censés être les porteurs de la parole. Et comme disait le philosophe le plus attaqué, mais qui a quand même quelques visées extrêmement justes et que Lacan estimait d'une certaine manière, en tout cas jusqu'à un certain point, Heidegger, nous ne sommes pas la créature qui est cette fleur de la planète, nous sommes les gardiens de la parole. Et donc, en tant que tel, il nous échoit d'être responsables de toutes ces espèces, de tout ce qui se passe, etc. C'est ça la position éthique psychanalytique. Et ça n'a rien à voir avec les gender studies, l'alarmisme climatiste, toutes ces choses-là. La position de Freud, Lacan le dit très très précisément. Il dit, Freud n'était pas un demeuré. Donc, il n'était pas non plus un progressiste. Pour être un progressiste, il faut être un demeuré. Et là, que vivons-nous si ce n'est l'emprise délirante et la pression de l'idéologie progressiste poussée à un point qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. On ne pouvait même pas imaginer que ça puisse aller jusqu'à ce niveau de délire. Donc, la psychanalyse reste aujourd'hui, et plus que jamais, le recours pour les sujets qui ne peuvent pas s'y retrouver, et c'est normal de ne pas s'y retrouver. Ce n'est pas être dans un état pathologique, de ne pas pouvoir se retrouver dans ces signifiants dégradés, pervertis du monde, puisqu'il s'agit de retrouver son rapport, le rapport de son sujet à la parole, qui passe par la vérité. Et évidemment, la vérité ne peut pas se dire n'importe où, et à n'importe quel moment. Coluche disait, à la télé, on ne peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Donc effectivement, là, il n'y a que dans le cabinet du psychanalyste que le sujet se met dans les dispositions de pouvoir dire la vérité, cette vérité qui touche au réel sans s'y confondre,
mais qui ne peut jamais être que midite, puisque c'est ce qui caractérise la vérité, c'est que, évidemment, elle appartient au système symbolique, donc à partir du moment où elle touche au réel, et c'est ça le point de jonction entre le principe de plaisir et le principe de réalité, c'est-à-dire dans le creux qu'il y a entre les deux, puisque le principe de réalité tend à préserver donc les possibilités de vie de l'être humain. Il ne faut pas oublier que notre système neuronique, c'est-à-dire ce système psychique-là, il est quand même orienté vers le délire, vers la falsification, le fait de pouvoir s'illusionner. Puisque l'enfant, qui ne peut pas obtenir le sein et manger, il va arriver à trouver sa satisfaction en hallucinant qu'il tète et à trouver une jouissance dans cette tétée imaginaire. Donc, nous sommes quand même largement prédisposés à l'illusion, à la tromperie. Et donc il s'agit pour nous d'essayer d'évaluer avec ce rapport entre notre principe de plaisir et ce principe de réalité, comment nous pouvons mettre la mesure, et nous sommes les seuls à pouvoir les mettre chacun pour nous-mêmes, entre notre illusion, notre capacité à nous illusionner, et un certain réel. C'est là qu'il nous est demandé de manier la logique dans la continuité de l'approche analytique telle qu'elle a été inaugurée par Freud, qui reste à jamais le père de la psychanalyse, celui qui a fondé vraiment cette possibilité-là, et Lacan qui en est le continuateur, c'est-à-dire celui qui permet de disposer d'un arsenal conceptuel et qui nous permet aujourd'hui d'analyser ces choses-là avec assez de recul et assez d'humilité.